Bonjour! Voici le début de votre matière de chimie 1. On va commencer le module 1. On va répondre à peu près aux 40 premières questions environ, où on va initier la matière sur la matière et leur liaison. Fait que on commence tout de suite avec la théorie atomique. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est notre atome qu'on connaît maintenant, qu'on identifie, d'où il vient. OK? Donc, on va voir un peu l'histoire de l'atome. D'abord, il faut comprendre qu'à l'état naturel, on a environ 90 éléments qui existent. Il y en a quelques-uns d'autres dans le tableau périodique, mais ils ont été construits chimiquement, créés chimiquement. Quels sont les deux éléments les plus petits, donc qui ont une masse volumique les plus faibles? Ce sont l'hydrogène et l'hélium, et ce sont deux gaz. OK? Et à l'heure d'eux, même si c'est les plus petits et qui possèdent la masse volumique la plus faible, ils représentent quand même 98% de la masse totale de l'ensemble de l'univers. OK? C'est des gaz pourtant. Et c'est ceux qui ont la masse volumique la plus faible. Mais il y en a tellement, c'est tellement à la base de tout dans l'univers que ça occupe 98% de la masse. C'est quand même impressionnant. Combien de types d'atomes renferme un élément? Un élément a seulement un atome possible. OK? Donc, si je parle de l'élément oxygène, il peut juste avoir une sorte d'atome associé à mon oxygène. Allons voir dans la théorie atomique. Donc, nos notions sur l'atome viennent d'où? Ici, il y a une question sur John Dalton. J'aimerais juste retourner même plus loin en arrière. 400 ans avant Jésus-Christ, il y avait Démocrite, un grec, qui lui disait que tout était formé de petites particules avec du vide entre les particules. Et à cause de ce vide-là, les petites particules, lui, les appelait des atomos. Puis atomos, si je ne me trompe pas, ça veut dire qu'ils ne se divisent pas. 100 ans un petit peu après ça, il y a eu Aristote, un autre grand philosophe mathématicien grec, qui lui a été un petit peu contre Démocrite, puis il dit non. Il dit, il n'y a aucun vide dans la Terre, dans l'espace et tout ça, entre les matières, il n'y a aucun vide. Il y a par contre des particules et ces petites particules-là peuvent se diviser. Mais ça, c'était seulement des philosophes qui réfléchissaient, qui observaient. Il n'y avait aucun appareil scientifique. Maintenant, John Dalton, lui, il est arrivé, c'était un instituteur britannique, puis c'était un scientifique autodidacte. Ça veut dire qu'il apprend par lui-même. Et qu'est-ce qu'il a décrit, qu'est-ce que lui était sa pensée en 1809? Il a décrit les atomes comme étant des petites particules solides, indestructibles, qui formaient toute la matière. Donc, il est revenu un petit peu avec l'idée à Démocrite. Et voici sa théorie et les 4 points. Donc, lui, il disait que toute la matière est constituée de particules minuscules qu'on appelait les atomes. C'était impossible de créer un atome, de détruire un atome ou de diviser en particules plus petites. On ne pouvait pas transférer les atomes d'un élément en atomes d'un autre élément. Donc, ça se faisait pas. Tous les atomes d'un élément possédaient les mêmes propriétés. Par exemple, tous les atomes avaient la même masse, la même taille, et les propriétés étaient différentes d'un atome à un autre. Donc, si j'avais un atome d'oxygène puis un atome d'azote, c'était des propriétés différentes. Il a aussi dit, Dalton, que les atomes d'éléments différents pouvaient se combiner ensemble dans certaines proportions pour former des composés. Il avait pas mal raison, Dalton. C'est pas mal ça qu'on croit encore aujourd'hui. Ensuite de ça, les théories continuaient. Okay? Donc là, rappelez-vous, on est en 1809. On est rendu avec Thomson. C'est 100 ans plus tard. On est en 1904 à peu près. Un physicien anglais, lui, il a utilisé le tube de Crookes afin d'étudier les effets du champ électrique et du champ magnétique sur des rayons cathodiques. C'est comme de l'électricité sous vide. C'est comme une espèce de tube comme ça, là. Puis ça, c'est sous vide, puis ils font passer de l'électricité. Puis il a fait passer un champ magnétique proche de ça. Puis là, on va voir qu'est-ce qu'il a vu. Donc,
quand le rayon cathodique qui passait dans le milieu du tube de Crook, quand le rayon passait là, si on mettait un champ électrique ou un champ magnétique, qu'est-ce qui arrivait? Les rayons cathodiques étaient déviés. Donc, ils n'étaient plus en ligne droite. Ils faisaient peut-être comme une vague, comme ça. Parce que le champ électrique ou le champ magnétique le faisait changer. Qu'est-ce que ça a mis dans la tête à Thomson? C'est que il est venu à la conclusion que les rayons qui passaient ici, il y avait une charge négative parce qu'ils étaient déviés par le champ magnétique négatif. On sait que 2 négatifs, ça se repousse. Et aussi par un champ électrique, de la même façon qu'une charge électrique négative. Donc, il s'est dit, OK, ben ce qui passe là, il y a une charge négative. Alors, avec ça, il a découvert que dans l'atome, il y avait des petites particules qui étaient négatives, qu'il a nommées électrons, qu'on mentionne avec le E et un négatif. Puis selon lui, c'était les particules qu'il y avait dans les rayons cathodiques. On continue un petit peu plus loin. Et là, Thomson a continué ses recherches. Et qu'est-ce qu'il a trouvé en faisant d'autres expériences? Il a trouvé une autre particule dans l'atome. Une particule positive cette fois-ci, qu'on appelle le proton, qu'on représente par un petit P avec son plus. Thomson, son modèle atomique qu'il a créé, on l'appelle le modèle plum pudding ou le modèle pain au raisin. Alors, lui, dans son modèle, l'atome, c'est une petite particule. Et dans la particule, il y a des protons puis des électrons dispersés au hasard, comme les raisins dans le plum pudding. OK? Alors, ça, c'était le modèle de Thomson. On continue un petit peu plus loin. Là, les scientifiques ont commencé à se dire, s'il y a des charges positives dans le noyau, pourquoi les charges positives ne s'éloignent-elles pas? Pourquoi qu'elles ne se repoussent pas? 2 charges positives devraient se repousser. Alors, les scientifiques ont continué et le James Chadwick, un physicien anglais, il a découvert le neutron. OK, le neutron, on le voit, c'est une particule avec une charge neutre. Et comment il a découvert ça? Comment il a découvert qu'il n'y avait pas de charge? Quand on le soumettait à un champ électrique, la particule n'était pas affectée. Alors, c'était neutre, un neutron. Fait que là, on était rendu avec des électrons, des protons et des neutrons. C'est là qu'on est rendu. Ensuite de ça, c'est beau. Il savait qu'il y avait ces 3 particules-là, mais il ne savait pas exactement comment ce qui se positionnait dans l'atome. C'était quoi la disposition? Ça fait que le petit dessin est plus loin. Là, je vais venir ici tout de suite. So, qu'est-ce qu'a fait Rutherford? Il a pris une mince feuille d'or. Il l'a bombardée avec des particules alpha. Ça, c'est des particules positives. C'est des particules qui sortent du radium. Derrière la feuille d'or, il a placé un petit écran, un genre de petite feuille. Puis sur cette feuille-là, il y avait du sulfure de zinc. OK? Qu'est-ce qui arrive? OK, là, je vous ai dit, la particule alpha, c'est positif. Quand les particules alpha frappaient l'écran de sulfure de zinc, ça faisait un petit point lumineux. OK? Parce qu'il y a une espèce de fluorescence dans le sulfure de zinc. Ça fait que quand il y a propulsé les particules alpha ici qui sont positifs et il a gardé l'écran ici, il y avait des petits picots là et là, peut-être des picots un peu ici et là, mais il manquait des picots ici. OK? Donc, il n'y a rien qui traversait ici. Pourquoi? C'est du positif qui rentre. Pourquoi le positif ne pouvait pas passer là et continuer tout droit? On sait que 2 charges positives se repoussent. Donc, il est venu à la conclusion que dans le centre ici, c'était positif. Alors, quand la particule alpha qui est positive arrivait ici, le positif du noyau la repoussait dans une autre direction ou la faisait dévier de direction comme ceci. Là, je vais voir. Je vais retourner en arrière. Donc, c'est ça. Il s'est aperçu que les particules, certaines traversaient directement
et d'autres étaient déviés avec un certain angle de déflexion. Alors, il a proposé que dans le centre du noyau, dans le centre de l'atome, il y aurait un noyau atomique. Ça serait le centre. Et il a conclu que les protons étaient concentrés ensemble dans ce noyau-là. Donc, dans le noyau, ça aurait été principalement positif, ce qui donnait une charge positive à cause de la présence des protons. Ensuite, Rutherford, il dit, OK, ben on a des électrons. Les électrons seraient où? Ils voyageraient un peu partout, OK, donc très aléatoirement autour du noyau positif. Les électrons ont une très, très, très faible masse. Ils se déplacent tellement vite. Alors, Rutherford se représentait l'espace où il voyageait comme vraiment embrouillé. OK, c'est vraiment comme une grosse couche autour, là. Puis, il appelait cette région-là le nuage électronique. Donc, dans le nuage électronique, les électrons pouvaient se promener à bonne guise comme ils voulaient, tant qu'ils ne rentraient pas dans le noyau positif. Donc, ça, je l'ai expliqué. OK. Pour continuer un petit peu là-dedans, on va aller parler du spectre d'émission. C'est quoi le spectre d'émission? Vous allez voir pourquoi on voit ça, là. Quand on chauffe un élément, ça va dégager des couleurs. Et les couleurs qui sont dégagées à différentes chaleurs, ça crée un spectre d'émission. C'est un petit peu comme une empreinte digitale. Chaque élément a son propre spectre d'émission. Comme j'ai dit, une petite empreinte digitale. Alors, Bohr, il a trouvé le spectre d'émission de l'hydrogène, puis avec ça, il a modifié le modèle atomique de Rutherford. Bohr, c'était l'élève à Rutherford. Et puis Bohr, lui, il venait du Danemark. OK? Ça fait qu'il était comme, OK, je vais regarder les spectres d'émission. Puis là, il s'est aperçu que le modèle de Rutherford, où il y avait un noyau positif, puis les électrons se promenaient toujours un peu partout, ça créait une zone floue. À cause du spectre d'émission, il pense que ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Selon Bohr, les électrons dans l'atome d'hydrogène ne circulent pas n'importe où autour d'un noyau. Ils se déplacent plutôt dans des régions distinctes à des distances précises du noyau. OK? Puis, comment il appelait ces orbites-là? Donc, il y avait le noyau positif. Puis, lui, il disait que les électrons pouvaient se promener, mais à certaines distances qui étaient prédéterminées. Alors, il appelait ça les différents niveaux d'énergie que pouvait utiliser l'électron. Chaque niveau d'énergie, donc chaque couche, correspond à un état d'énergie fixe. OK? Donc, il faut donner un certain montant d'énergie à mon électron pour qu'il puisse changer de niveau. C'est expliqué un petit peu plus loin. Combien y a-t-il de niveaux d'énergie autour du noyau d'atomes d'hydrogène? Donc, l'atome d'hydrogène compte 7 niveaux d'énergie. Alors, tu as ton noyau positif dans le milieu et là, tu as une couche, 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux, 5 niveaux, 6 niveaux, 7 niveaux d'énergie. Le numéro de chaque niveau est représenté par la lettre N. Alors, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7. Puis, on appelle ça le nombre quantique principal. C'est quand on dit que l'atome est dans son état fondamental. L'atome d'hydrogène, dans un état très stable, il y a seulement un électron. OK? Puis lui, il va occuper le niveau le plus bas, donc le N1. Fait que tu as mon proton qui est positif, tu as le niveau d'énergie 1 et là-dessus, tu as un électron. OK? On dit que c'est l'état fondamental parce que l'électron ne libère pas d'énergie. Il se promène dans la couche ici, puis il vire comme ça autour du noyau positif. Par contre, lorsqu'on chauffe cet atome d'hydrogène-là, qu'est-ce qui arrive? L'énergie absorbée par l'électron, donc la chaleur, c'est de l'énergie, ça va lui permettre de changer de niveau. Alors, j'ai mon noyau positif, j'ai ma première couche d'énergie, j'ai ma deuxième, donc N1, N2. L'électron était initialement ici, mais quand il a absorbé plein d'énergie de la chaleur, il saute au N2. Il est maintenant rendu dans le niveau supérieur, dans la couche 2. On dit maintenant que l'atome est dans un état excité parce qu'il n'est pas dans sa couche ou dans son niveau d'énergie
fondamentale. Qu'est-ce qui fait cet électron excité-là en revenant dans l'état fondamental? Donc, pour revenir de nouveau à son N de 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dégager de l'énergie parce que là, il est tout excité, il est plein d'énergie, énergie, énergie. Pour retourner ici, il doit libérer son énergie. Puis ça va faire des ondes électromagnétiques. Et c'est ces ondes électromagnétiques-là qui donnent le spectre d'émission. Alors, si on regarde comment les électrons réagissent après être chauffés, on peut voir où se situent les électrons dans les atomes. C'est à ce moment-là que Bohr, lui, a proposé notre modèle pas mal le plus récent de l'atome, qu'on appelle aussi le modèle planétaire. On va voir pourquoi. Pourquoi il ressemble au modèle planétaire? Dans le centre, j'ai mon noyau positif, qui représente le Soleil dans le milieu de notre système solaire. Ensuite, si tu connais ton système solaire, tu sais que tu as des orbites sur lesquelles les planètes circulent. Donc, on a Mercure, Vénus, Terre. Et là, si tu continues, tu as Mars, etc. OK? Donc, on a dans le milieu le Soleil et les autres tournent autour. C'est un petit peu le même principe que pour l'atome. Tu as le premier niveau d'énergie 1, deuxième niveau d'énergie 2. Et on peut continuer comme ça. La seule différence, par contre, entre le système solaire et le système planétaire de Bohr, c'est que les planètes ne peuvent pas changer de niveau. Vénus ne peut pas se retrouver sur notre orbite tout d'un coup. Là. On ne va pas faire un accident avec Vénus. Alors que les électrons qui circulent dans leur orbite peuvent changer d'orbite si on rajoute de la chaleur, de l'énergie. OK? C'est la seule différence. Lorsqu'on a parlé d'un quantum tout à l'heure, c'est la quantité minimale d'énergie qu'un électron peut émettre ou absorber. Maintenant, ce que Bohr a fait, il a pris le modèle atomique de Rutherford, puis il a mis certains postulats pour apporter le modèle atomique qu'on respecte encore aujourd'hui. OK? Donc, voici les 4 points. Donc, lui, il a dit l'électron circule dans des orbites. Donc, c'est plus du blablabla partout autour. C'est dans des niveaux très spécifiques où les électrons peuvent circuler. Il a dit qu'il y avait 7 niveaux d'énergie. Donc, il a pu observer ça avec les spectres d'émission. Lorsque l'électron absorbe de l'énergie, il monte de niveau. Donc, il devient excité, il monte de niveau. Et lorsqu'il revient à l'état fondamental, il perd son énergie en quanta. Puis ça, c'est une quantité d'énergie qui est responsable d'aller de niveau à un autre niveau. Bon, là, je pense que c'est proche des sites. Je voulais arrêter, je pense. Et voilà. Donc là, après ça, dans la prochaine vidéo, on va aller vraiment dans la notion moderne de l'atome. Ça, c'était toute l'histoire de l'atome. Et voilà, j'ai fait mon cours d'histoire.